Bonjour François Moulias, bienvenue. Vous êtes donc le cofondateur de la Compagnie des Amandes, projet que vous portez avec Arnaud Montebourg. C'est quoi l'ambition de ce projet ? L'ambition, c'est de faire revenir une vraie filière amande en France. Parce que le paradoxe, on est dans une situation absurde. Les Français consomment de plus en plus d'amandes, ils adorent ça. C'est un arbre du Midi, donc il y en a partout de manière endémique dans tout le Midi méditerranéen, et on n'en produit pas. Donc la totalité des amandes que vous consommez aujourd'hui sont importées majoritairement de Californie, d'Australie et un peu d'Espagne. Oui, j'avais trouvé ces chiffres, 42 000 tonnes d'amandes consommées chaque année. En France, on en produit à peine 1000 tonnes. C'est ça. C'est vraiment rien du tout. C'est rien du tout. Et il y a une très forte demande d'amandes françaises. Donc moi, je suis harcelé par les gens qui veulent de l'amande française. Et il n'y en a pas. Et donc l'ambition du projet, c'est de planter 2000 hectares d'amandiers en association avec donc, des agriculteurs qu'on va financer, qu'on va encadrer techniquement, parce qu'il faut savoir faire quand même, et de fédérer les agriculteurs pour arriver à structurer une offre d'amandes françaises que tout le monde réclame et qui pour l'instant n'existe pas. Donc c'est un projet collectif, on l'a bien compris. Autour de vous, il y a à la fois des arboriculteurs et des financiers, c'est ça qui est intéressant. Il y a l'aspect financier qui est important. Oui, parce que une des difficultés dans l'arboriculture, et en l'occurrence dans l'amande, c'est que quand vous plantez un arbre, vous avez une première récolte au bout de 3 ans, mais elle est toute petite, donc vous continuez à perdre de l'argent. Ouais. Et vous avez la maturité du verger, donc la pleine récolte, au bout de 6 ans. Ce qui veut dire que si vous plantez un arbre, vous ne pouvez pas vous payer avant la 6e année. C'est un peu dur, ça, comme ça. Dans l'économie normale, on ne peut pas dire à des salariés, mais je vous paye dans 6 ans. Mais dans l'arboriculture, c'est normal. En fait, c'est absurde. Et donc, le parti qu'on a pris avec Arnaud, c'est d'inventer un modèle économique dans lequel on décorrèle la rémunération de l'agriculteur de la vente de sa récolte. En fait, depuis le néolithique, un agriculteur, ça gagne sa vie en vendant une récolte. Ben, c'est absurde. C'est absurde parce qu'il faut travailler tout de suite. Et donc, on a fait un système dans lequel il a des revenus immédiats parce qu'on lui loue la terre et parce qu'on le paye pour son travail maintenant. Et donc, effectivement, ça demande énormément d'argent. Nous avons levé pour l'instant 8,7 millions, dont 1 million cet été là, sur une plateforme de financement participatif responsable qui s'appelle l'ITA. Donc on est en partie financé par le grand public qui vient soutenir nos efforts pour structurer une filière française. Les défis, vous venez d'en détailler quelques-uns. Vous dites qu'il y a 3 risques, le risque financier, le risque commercial, le risque technique. Quand vous décidez de vous lancer dans le financement participatif, c'est parce que vous voulez associer les consommateurs, commencer à créer une sorte de communauté autour de la vente française, ou c'est parce que vous avez du mal à lever d'autres fonds ? Comment ça s'est passé ? On est très bien financé, donc en fait, mais aujourd'hui, notre financement vient pour l'essentiel ou de futurs clients. Donc on a par exemple le premier acteur des fruits secs en France dans notre capitale, qui est le groupe Daco, ou de family office, c'est-à-dire de grosses fortunes en réalité. Mais comme il y a une dimension un peu sociétale dans ce qu'on fait, on crée des emplois en milieu rural, accessoirement c'est très bon pour le climat parce qu'on plante des dizaines de milliers d'arbres qui captent du carbone, etc. On a un projet qui plaît à la société et on s'est dit pourquoi pas les associer. Et donc on donne comme ça une dimension un peu sociétale au projet, mais l'argent on le trouve, on va bientôt annoncer de nouveaux financements, ça se passe plutôt bien. Donc vous dites nouveau modèle économique, qu'apporte l'arboriculteur et qu'apporte la Compagnie des Amandes, c'est quoi et puis ensuite comment ça se passe pour le partage des bénéfices? Oui, bien sûr. Dans une entreprise, quelle qu'elle soit, chacun amène sa compétence. Une entreprise, c'est avant tout un projet collectif où chacun amène son savoir-faire. Le savoir-faire de l'agriculteur, c'est de produire des amandes. C'est là où il est meilleur que nous. Et en fait, c'est lui qui crée de la valeur, c'est pas nous. Sauf qu'aujourd'hui, il ne peut pas le faire, parce qu'être payé dans 6 ans, c'est pas très motivant, parce qu'en plus, il faut emprunter pour planter les arbres, et donc il a un emprunt, pas de revenus, c'est quand même pas très sympa. Et donc, nous, on lui apporte une sorte de solution globale, où on va à la fois le financer, donc il n'a rien à payer. Donc pour être tout à fait précis... Il n'avance rien. Non, pour être tout à fait précis... En gros, un hectare d'amandier, ça coûte 25 000 euros. Donc pour 2000, ça coûte 50 millions. Et on crée à chaque fois une société avec lui dans laquelle il est majoritaire. Et cette société, elle a un capital de 5 000 euros. Ça veut dire que pour être majoritaire, l'agriculteur, il paye 2 550 euros et c'est tout. Le reste, c'est pas son savoir-faire de financer une entreprise, l'agriculteur. Donc nous, on le finance. Et donc tous les coûts du verger, le loyer, les fumures organiques, etc., sont financé par la Compagnie des Amandes, qui en plus lui apporte un encadrement technique et qui en plus lui apporte un débouché commercial. Donc, et après, comme il a 51% des parts et nous 49%, quand on fera des dividendes,
il aura déjà été payé, puisque, comme je vous l'explique, il est payé dès le début. Donc, en plus de ses revenus, il aura 51% des dividendes. Ouais. Sur le risque commercial, pour réduire ce risque commercial, il fallait construire une casserie performante. Pourquoi ? Parce que, en fait, il n'y a pas de risque commercial. J'ai la queue devant mon bureau pour acheter des amendes. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il y a une demande. Facile. Oui, il y a une très forte demande. Ouais. Mais cette demande, elle a besoin d'agréger des producteurs. Donc, il faut qu'il y ait un point d'entrée pour les gros clients. Quand vous discutez avec une grande enseigne de distribution, par exemple, ou avec une grosse marque de cosmétiques, ils veulent des quantités aucun agriculteur est capable de leur fournir. Et donc, si vous n'êtes pas capable de fédérer les agriculteurs, vous ne pouvez jamais répondre à des grandes marques comme ça. Par ailleurs, ces grandes marques, qui, elles, ont des certifications environnementales, des certifications industrielles, elles ont besoin d'avoir des fournisseurs qui ont ces certifications. Donc là, c'est un peu technique, mais en gros, si chacun commence à casser ses amendes dans son hangar, vous vous retrouvez avec des mauvaises conditions de stockage, parce que c'est quand même un produit, il faut faire attention à la qualité, et surtout, vous n'êtes pas capable de fournir des quantités à qualité constante, etc. Et donc, ce qu'on fait dans cette casserie, c'est qu'on l'ouvre à toute la filière. Donc, tous les agriculteurs français produisant de l'amande pourront venir, alors qu'aujourd'hui, majoritairement, ils vont en Espagne. C'est quand même Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il n'y a plus de casserie en France, quasiment plus. Je vais quand même pas... Dieu merci, il y a des petites casseries. Oui. Mais, si vous voulez, c'est des toutes petites unités. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de bonnes conditions de stockage, il n'y a pas d'agrégation d'agriculteurs, donc c'est des tout petits volumes. Oui, donc s'ils veulent remplir le cahier des charges de leurs débouchés, de ces grandes entreprises qui veulent vendre des amandes, il faut aller en Espagne aujourd'hui. Exactement. Bon. Donc vous la créez où cette casserie et elle va être éco-responsable. Donc comment vous tenez cette promesse ? Alors, cette casserie, elle se situe à Signes, dans le Var, au-dessus du Castellet, pour ceux qui vont en vacances dans le Var, au-dessus de Bandol. Ouais. Et elle aura à peu près 7000 mètres carrés. Et alors, elle est construite selon des standards éco-responsables, donc avec un cahier des charges, y compris de traitement des déchets du chantier, etc., responsable. Donc, il y a un label pour ça, qu'on va aller chercher. Et par ailleurs, elle assure, alors ce qui doit être exemplaire sur un plan environnemental, c'est pas seulement la casserie, c'est surtout les vergers. Donc tous nos vergers sont conduits en agroforesterie. Et on a un système, si vous voulez, de traçabilité à la parcelle. C'est-à-dire pour chaque verger, on est capable de dire, voilà ce qu'on a mis, voilà le temps qu'on y a passé, etc. Et ensuite, on aura un système informatique de traçabilité des flux, ce qui fait que dans quelques temps, quand vous achèterez 125 grammes d'amande dans la grande distribution à côté de chez vous, je serai capable de vous dire, ce sachet, il vient de tel verger, du Luberon, ou de Corse, ou des Alpilles. Donc, moi, je crois que le XXe siècle, c'était le siècle des marques. Le XXIe siècle, c'est le siècle des produits. Les gens, ils veulent être proches des producteurs. Et donc là, en fait, on organise un énorme circuit court, puisqu'on est capable de commercialiser la production de tel agriculteur précisément, jusqu'à la commercialisation n'importe où en France. Ouais. Cette usine, cette casserie, pardon, elle va ouvrir quand ? Elle crée combien d'emplois ? Vous en êtes où là, du projet ? Alors, on a déposé le permis de construire qu'on attend. On doit commencer les travaux début d'année prochaine. On doit avoir une livraison fin d'année prochaine. Donc, on sera opérationnel pour la prochaine récolte en principe. C'est cauchemardesque de construire une usine en France. Donc, je n'en fais pas ça 2 fois. C'est horrible. Mais bon, c'est-à-dire en termes d'administration, d'autorisation, de contraintes. Enfin, il nous est arrivé des aventures incroyables. Par exemple... on a été bloqué, Dieu merci, on a pu faire revenir sur la décision, mais on a été bloqué parce qu'il fallait faire une étude d'impact environnemental d'1 an, comme si j'allais attaquer la garrigue, mais c'est dans une zone industrielle. Le voisin, c'est une usine Coca-Cola, c'est pas du tout dans la nature, cette usine, c'est dans une zone... Et en fait, on a tellement maintenant de contraintes environnementales, et quand vous croisez le droit de l'immobilier, le droit social, le droit des déchets, le droit de l'eau, le droit de l'alimentaire, etc., vous arrivez à un truc, c'est inconstructible, c'est hyper compliqué en fait. Bon. Ça y est. Vous y arrivez. Ça y est, on y arrive, mais franchement, c'est une aventure à construire une usine en France. Donc, fin de l'année 2023, avec combien d'emplois à la clé ? Alors, elle va monter progressivement en charge, mais il y aura en gros une quinzaine de permanents, plus une trentaine de saisonniers quand c'est le moment de l'arrivée de la récolte et de la casse. Et en plus de ça, il faut ajouter, on a aujourd'hui une dizaine de salariés, et surtout, ça crée en gros un emploi pour 20 hectares de vergers. Donc, on va avoir au total une centaine d'emplois ruraux dans les vergers,
plus une 30 à 40 dans la casserie, plus nos salariés actuels. Donc, en termes d'emploi, dans des zones, parce qu'évidemment, par définition, les vergers sont dans des zones rurales. Le Luberon, c'est merveilleux, mais il n'y a pas énormément d'emplois. Et donc, on plante dans des départements où il y a besoin aussi de recréer de l'emploi rural. Et comme on plante des arbres, en plus, tout ça est excellent pour le climat. Ouais. Donc, à quelle date, j'imagine fin 2023-2024, vous pourrez dire, ça y est, on a recréé une filière française de l'amande ? Oui, mais il faudra le dire encore avec beaucoup de modestie, parce que vous savez, l'agriculture apprend la patience et l'humilité. Parce que oui, on aura notre usine, et j'espère qu'il y aura du monde qui viendra, mais nos propres vergers viennent en production très lentement. Donc on a la première récolte, nous, l'an prochain, alors que ça fait 4 ans qu'on a lancé cette entreprise, mais ça restera une petite récolte. C'est la première récolte de nos premiers vergers. Et donc, en fait, c'est dans environ 8 ans qu'on sera arrivé au maximum de la production prévue. Oui, donc ça s'appelle vraiment maîtriser le temps long. Juste sur un dernier mot, parce qu'on a parlé du risque commercial, vous dites qu'il n'y en a pas vraiment, parce qu'il y a une demande de dingue. On a parlé beaucoup du risque financier. Le risque technique, il faut former quand même ces arboriculteurs. On ne s'improvise pas forcément producteur d'amandes. Non, parce que comme toute l'agriculture, c'est quand même un métier exigeant. En plus, nous, on conduit tous nos vergers en agroforesterie, en tout cas dans une démarche éco-responsable. Et donc avec, en particulier, une grande économie de la ressource en eau. Donc on fait hyper attention à ça. Donc ça veut dire un pilotage informatique de l'irrigation. Ça veut dire qu'on apporte à l'arbre que ce qu'il a vraiment besoin de consommer. En gros, 1 hectare d'amandier, c'est moitié moins d'eau qu'un hectare de pêcher ou d'abricotier, pour vous donner un ordre de grandeur. Je dis ça parce qu'il y a une espèce de rumeur qui court que ça consomme beaucoup d'eau. Pas du tout. Ça consomme moins d'eau que les autres cultures méditerranéennes. Et donc, il y a, après, il faut savoir tailler les arbres, il faut savoir comment... Comme on ne met pas d'herbicide, donc il y a de l'herbe, même on en sème parce que c'est bon, ça fait un couvercle végétal, ça crée de la biodiversité. On mesure d'ailleurs l'évolution de la biodiversité dans nos vergers avec des équipes de naturologues qui sont indépendants et qui mesurent la façon dont on améliore la diversité. Merci beaucoup, merci François Mouliaz. Bon vent à la compagnie des amandes. On passe à notre Zoom, bilan de la saison des festivals. Comment décarboner un événement culturel ?